Voilà, donc nous allons commencer une deuxième séquence. Je suis très heureuse d'être avec les collègues ici. Deuxième séquence intitulée « À la lettre ». Il va donc attraper la question de ce thème de l'amour fou, peut-être non sans rapport avec ce qui vient d'être dit, mais sans doute avec un petit pas de côté. Bon. Alors je trouve que ce thème est d'autant plus précieux qu'à l'heure contemporaine, où l'image commande, où la parole est quelquefois devenue plus que secondaire, chacun cherche à faire exister un rapport sexuel qui pourtant n'existe pas. En toute logique, cette quête occulte la dimension du contingent de la rencontre et de l'amour. C'est peut-être sous ce signe-là que, en tout cas j'ai trouvé, les collègues me diront, que pouvait aussi se loger cette séquence, la question de la lettre et le contingent de la rencontre. Je retrouvais dans un très bel ouvrage que vous connaissez sans doute, quelques lignes de Pierre Navot, intitulé son ouvrage qui était paru aux éditions Michel, « Ce qui de la rencontre s'écrit ». Voilà ce qu'il dit. Dans la passion amoureuse, chacun des partenaires, ces êtres qui parlent, croient y trouver leurs traces, leur voie de mirage. Or, la fixation de l'amour rend la rencontre opaque, ou plus exactement, renvoie la rencontre à son opacité première. Pour Lacan, dit-il encore, l'amour pris dans le mirage relève plutôt du drame. Il n'ouvre pas du nouveau, à la surprise, à la contingence. La substitution de la nécessité à la contingence fait par contre, dit Lacan, la destinée de l'amour. Alors en 1973, Lacan avance que l'amour véritable, c'est ça qu'il l'énonce, émane d'un moment de contingence élevé à la dignité d'un pur événement de rencontre. Alors au fond, même s'il en parle en rapport bien sûr avec la séance analytique, le parcours analytique, ça nous fait écho. Et finalement, on peut se dire, surtout après tout ce qu'on a entendu ce matin, enfin, juste avant, qu'il est en effet des rencontres qui font pour chacun, dans des conditions tout à fait particulières, singulières et inattendues, événements. À la fois, d'ailleurs, dit Lacan, événements du corps et l'événement du discours. Suscitant alors, toujours, un nouveau montage. Et finalement, comme on le disait précédemment, un nouvel arrangement. Alors à cette table, nous allons tenter, c'est comme ça un peu que je l'ai attrapé, nous allons tenter d'approcher, et sachant que les deux sont noués, tenter d'approcher d'une part ce qui a bien pu faire rencontre, notamment pour André Breton et Natcha, parce qu'il va en être question, et aussi pour Yann Andrea dans sa rencontre avec Duras, avec l'écriture de Duras d'ailleurs d'abord. Donc d'une part, qu'est-ce qui a bien pu faire rencontre pour eux? D'autre part, ce qui, de la rencontre, a pu s'écrire. Alors nous avons des écrits, et certains d'ailleurs, autour de la rencontre amoureuse, nous avons des écrits, et certains ont fait quand même couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, on en parle toujours. Qu'est-ce qui peut bien déchaîner les passions autour de certains récits, évoquant une rencontre amoureuse possible, finalement visant impossible? Ces écrits sont bien sûr à lire, mais dans deux registres, je crois, qu'ils convoquent. D'un côté, la quête de sens, bien recouvrir le réel, fiction, qui alimente une jouissance, c'est un peu lacanien, parfois même infinie, mais aussi, et en même temps, un réel hors sens, que l'écriture, et plus encore peut-être la lettre, cherche à serrer. Donc au fond, la littérature participe de faire exister ce qui ne peut s'écrire dans le louage de ces registres. Alors pour entrer dans le vif du sujet, 3 interventions à cette table. Et pour commencer,
3 interventions des discutants. Pour commencer, votre intervention, Olivier Wagner. Voilà, je vais vous laisser vous présenter sous le titre Le fantôme de la vraie Nadja, qui est finalement un titre, je trouve, assez formidable et aussi un peu énigmatique. Et on va voir en quoi il s'élucide. Un titre finalement des plus évocateurs qui interroge la passion qu'a pu susciter et suscite encore la Nadja breton, au point d'ailleurs, vous allez nous le dire, de devenir une figure quasi mythique, quasi divine. Divine, ça c'est moi qui rajoute. La rencontre breton-Nadja, je crois, et je crois qu'on est là pour en parler, ce n'est pas tant l'évocation d'une rencontre entre un homme et une femme que la rencontre pour Breton, et je crois que Fabien Fajac nous en reparlera, avec un au-delà d'elle. C'est sans doute en rapport à cela que Breton, sans doute pour cela que Breton aussi a tant écrit à ce sujet, qu'il a été tant question de ces récits, auprès notamment du grand public. Alors je vais peut-être vous laisser la parole, et puis voir comment, effectivement, l'aura qu'a eu les écrits bretons, et notamment autour de Nadja, a peut-être un peu une histoire, et nous en parler. Voilà, à vous. Merci. Alors, je crois que vous l'avez déjà dit ce matin, Breton est l'auteur d'un récit autobiographique qui s'appelle L'amour fou. Moi, je vais vous parler de Nadja, mais ce n'est pas sans raison. Parce que Nadja, c'est la première partie d'un triptyque. Nadja, les vases communicants, l'amour fou. Un triptyque dans lequel Breton s'interroge sur le rôle de la rencontre amoureuse comme élément de dynamitage de la vie et qui pousse à tout remettre en cause. Et c'est dans Nadja, donc la première partie de ce triptyque, que Breton élabore sa théorie de l'amour fou. Nadja, c'est probablement le texte le plus connu d'André Breton aujourd'hui. Il est universellement traduit et étudié, donc depuis 100 ans maintenant, et il fait figure d'œuvre emblématique du surréalisme littéraire. On y retrouve évidemment le goût du hasard et du merveilleux, une attitude envers la vie bien éloignée du conformisme et par-dessus tout, l'amour considéré comme l'expression suprême de l'expérience humaine. Au cœur de ce livre se trouve le récit des journées allant du 4 au 13 octobre 1926, au cours desquelles André Breton et une jeune femme qui se fait appeler Nadja vont se figer dans une attitude de fascination réciproque. Il voit en elle l'incarnation de tous les principes qui l'occupent depuis 1919. Elle n'est pas théoricienne, mais elle vit intensément le surréalisme, c'est-à-dire qu'elle vit dans une indifférence totale envers les nécessités de la vie. Elle éprouve pour lui d'emblée une passion dévorante. L'amour qui s'esquisse entre elle et lui pousse le poète dans ses derniers retranchements. L'amour ici est une affaire de vie ou de mort, vraiment. André Breton l'exprime sans équivoque dans le récit même temps qu'il donne sa définition de l'amour fou. Il ne m'avait pas été donné de dégager jusqu'à ce jour tout ce qui, dans l'attitude de Nadja à mon égard, relève de l'application d'un principe de subversion totale, plus ou moins conscient, dont je ne retiendrai pour exemple que ce fait. Un soir que je conduisais une automobile sur la route de Versailles à Paris, une femme à mon côté qui était Nadja, mais qui eût pu, n'est-ce pas, être tout autre et même tel autre, son pied maintenant le mien pressé sur l'accélérateur, ses mains cherchant à se poser sur mes yeux, dans l'oubli que procure un baiser sans fin, voulait que nous n'existassions plus, sans doute à tout jamais, que l'un pour l'autre, qu'ainsi à toute allure nous nous portassions à la rencontre des beaux arbres. Quelle épreuve pour l'amour en effet. Inutile d'ajouter que je n'accédais pas à ce désir. On sait où j'en étais alors, où, à ma connaissance, j'en ai presque toujours été avec Nadja. Je ne lui sais pas moins gré de m'avoir révélé de façon terriblement saisissante à quoi une reconnaissance commune de l'amour nous eût engagés à ce moment. Je me sens de moins en moins capable de résister à pareille tentation dans tous les cas. Je ne pus moins faire qu'en rendre grâce, dans ce dernier souvenir, à celle qui m'en a fait comprendre presque la nécessité. Si André Breton recule au dernier moment devant le précipice de la folie et de la mort, on sait qu'il n'en a pas été de même pour Nadja. André Breton mentionne l'internement de Nadja,
il accompagne ce passage de considérations importantes sur la folie et surtout sur l'état des soins psychiatriques d'alors. La réalité de la folie de Nadja, indéniable, lui semble moins importante que la situation des fous. Et là, je le cite à nouveau. Il ne faut jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu'on y fait les fous, tout comme dans les maisons de correction, on y fait les bandits. Avec Nadja, André Breton a créé un mythe puissant. Au-delà de l'expression de l'amour fou comme idéal surréaliste, la disparition brutale de Nadja, car elle est internée en 1927 et meurt dans un asile en 1941 sans en être jamais sortie. Cette disparition est inscrite au cœur de l'œuvre et vient ajouter un certain attrait à celui-ci. En effet, aussitôt après la publication du livre, des lecteurs ont cherché à approcher de plus près la vraie Nadja. Et Breton lui-même avait initié cette quête en enrichissant son livre imprimé de reproduction des paroles imprimées, mais aussi de reproduction de dessins, autant de preuves de l'existence de Nadja. Et il inclut dans son récit des interjections pour dire « et ça, je jure que c'était vrai ». Cette démarche-là. La quête de la vraie Nadja a donc été d'emblée la recherche des traces matérielles de l'existence hors du texte du récit de Nadja. La pièce capitale de cette recherche, c'est bien sûr le manuscrit autographe de l'œuvre. Et on sait que dès le mois de décembre 1928, c'est-à-dire quelques mois après la parution du livre, André Breton s'en sépare. Et on en ignore précisément la raison. Breton avait profondément transformé son manuscrit matériellement et dans son intention après la publication. Il l'avait truffé de lettres et de dessins provenant de Nadja et qu'il liait au texte. Quelque chose qui n'était pas dans le livre imprimé mais qu'il rajoutait dans le manuscrit. C'était un ode de la Nadja pour lequel il livrait encore des preuves supplémentaires. Alors, avait-il cherché à conférer à ce manuscrit des vertus apotropaïques, c'est-à-dire éloigner le mauvais œil, ou alors sa construction venait-elle dissiper un sentiment de culpabilité que par ailleurs Breton n'a jamais dissimulé? Il pouvait s'agir également d'ancrer le récit un peu plus dans le réel, toutes ces traces matérielles faisant écho à certaines mentions du texte. Et plus cyniquement, l'opération trouvait peut-être sa nécessité dans la recherche d'un mécène qui en aurait voulu pour son argent en quelque sorte l'ajout de matériel supplémentaire venant faire grossir le prix de l'objet, car on sait qu'à cette époque-là, Breton est lancé dans le divorce avec sa première épouse, Simone Kahn, ce qui le place dans une situation de grande précarité, et il est en discussion avec différents mécènes pour se séparer d'éléments de sa collection. Donc, ça peut tout à fait être le cas aussi. Le manuscrit revient finalement au mécène et éditeur suisse Henri-Louis Mermot, et le manuscrit est accompagné d'une lettre de don signée par Breton, mais on peut quand même imaginer que ce don avait été la contrepartie d'une générosité d'ordre financier. Le manuscrit de Nadja disparaît alors dans cette collection privée. Hors des mains de Breton, il n'y a évidemment pas fait référence au moment de préparer une nouvelle édition du livre en 1963, et les compilateurs héroïques vraiment des volumes de la Pléiade Breton n'ont pas pu de même retrouver sa trace. Au sujet de ce manuscrit, on a même pu parler de manuscrit reliquaire. Je dis on a pu parler, mais en fait c'est moi qui en ai parlé. C'est moi qui ai trouvé la formule, mais j'en suis très fier. Donc voilà. Un manuscrit reliquaire, et je trouve que c'est vraiment ça. La réapparition du manuscrit en vente publique à Londres en 1998 fut un événement dans le domaine de la bibliophilie. Sa longue occultation en avait fait l'objet de toutes les spéculations. La découverte de sa nature, qui était inconnue, de nature composite, c'est-à-dire texte et toutes ses pièces justificatives, toute la présence de tant de témoignages supplémentaires de la relation entre Breton et Nadja en faisait un artefact vraiment unique. Aucun manuscrit français ne combine comme celui-ci le témoignage de la patiente écriture du texte, puisque le texte est extrêmement corrigé. Et Christiane Lacôte-Détribat a même eu cette très belle formule d'exactitude acharnée.
et les pièces à conviction le concernant. Je me rappelle à ce sujet qu'au moment de la signature du contrat de vente entre Pierre Berger et la présidente de la Bibliothèque nationale de France, Laurence Angèle, en parlant de cet achat et de ce qu'il avait pu représenter pour lui, il avait dit qu'il avait eu le sentiment à l'époque d'avoir fait l'acquisition d'un morceau de la vraie croix. D'autres reliques sont apparues depuis, et au premier titre, les lettres écrites par Nadja à André Breton, qui ont été conservées dans les archives de Breton, qui étaient conservées dans son atelier de la rue Fontaine jusqu'en 2003, jusqu'au moment de leur dispersion. Ce sont des lettres qui sont arrivées ensuite à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Plus récemment, la dispersion de la collection de Paul d'Estribat, qui était un grand collectionneur de tout ce qui était avant-garde XXe siècle, s'est révélé être un autre gisement capital sur Nadja, puisqu'il avait eu la détermination ou le flair de chercher à contacter la famille de Nadja, car il y a une famille de Nadja, des descendants d'elle, en imaginant qu'ils avaient pu conserver des éléments de Nadja. Et effectivement, il y en avait beaucoup. Encore quelques années plus tard, en 2019, c'était la disparition des collections de Geneviève et Jean-Pierre Kahn, autres grands collectionneurs dans le domaine du surréalisme. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert l'existence d'un cahier de notes préparatoires de Breton. Et dans ce cahier, ce qui est un apport énorme, en fait, on sait que Nadja y a eu accès, qu'elle a pu y réagir, et qu'elle a même griffonné sur un passage un seul mot, c'est le seul mot qu'il y a écrit sur ce carnet, où elle note juste « ignoble ». Tous ces éléments récemment découverts ont été exposés en 2021 à l'occasion de la première exposition organisée par la BNF sur le surréalisme. Et l'année suivante, le Musée des Beaux-Arts de Rouen organisait sur le même thème une exposition apportant elle aussi de nouvelles pièces à conviction, des témoignages authentiques de l'existence de Nadja, comme de la sincérité du témoignage de Breton. Et parmi ces éléments nouveaux, on pouvait noter en particulier la présence de pièces provenant du dossier médical de Nadja lors de son internement à l'asile de Perret-Vaucluse en 1927. Et je pense qu'on peut s'interroger raisonnablement sur l'éthique de présenter comme pièce d'exposition les archives qui sont par ailleurs fort tristes d'un internement. Donc tout ça forme un fétichisme assez vertigineux des collectionneurs, une quête du Nadja qui n'existerait que pour soi, à partir de lettres de dessin qui n'existent que pour soi parce qu'ils ne sont connus de personne d'autre. Donc une collection à bas bruit parce qu'elle doit rester secrète, et qui est complétée récemment en plus par une forte activité institutionnelle, puisque la BNF a fait l'acquisition de tous ces éléments. C'est un fétichisme, mais c'est aussi la recherche d'une authenticité, puisque les pièces découvertes, échangées, collectionnées, publiées, ont une valeur dans la mesure où elles viennent compléter, commenter, enrichir, expliciter le récit de Breton. Le fragment est important dans la mesure où il ajoute du sens. Y a-t-il d'autres exemples dans le domaine littéraire où on ait cherché avec autant de passion les pièces à conviction, peut-être, de ce qui est avancé dans un récit, savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. En écho à cette passion de la recherche d'une vraie Nadja, que l'on trouverait en dehors du récit dans les archives, on peut mettre en avant un tout autre type de passion provoquée par la figure de Nadja. À plusieurs reprises, André Breton a été contacté par des femmes se prétendant être Nadja. L'une d'entre elles, une Norvégienne appelée Eda Kvalle, lui a régulièrement écrit de 1960 à 1965. Elle a également contacté les services de l'assistante publique de Paris, cherchant à retracer des éléments de son passé, imaginé ou vécu, convaincue qu'elle était alors d'avoir été internée à l'hôpital de Vaucluse au début de l'année 1927. Dans une lettre particulièrement intéressante, Breton écrit à une assistante sociale des hôpitaux de Paris en lui disant « À partir du 12 mai dernier, j'ai reçu moi-même un grand nombre de lettres d'une dame Kvalle, écrite de Norvège et se prétendant la Nadja que j'ai connue en 1926. Elles se sont d'abord suivies
à la cadence d'1 ou 2 par jour, puis sont devenus plus rares, pour cesser de me parvenir il y a environ 2 mois. Je les tiens naturellement à votre disposition. La cause principale de ce ralentissement doit être que j'y ai répondu à 2 reprises, à assez longs intervalles, pour dire à cette personne qu'en toute conscience, et sans pour cela mettre en doute sa bonne foi, je ne pensais pas qu'elle pût être celle qu'elle croyait. En dehors de certaines précisions qu'elle avait trouvées dans mon livre, et qui avaient déterminé l'imprégnation que nous voyons, rien, en effet, de tout ce qu'elle apportait d'autre ne coïncidait avec mon souvenir. En particulier, et cela suffirait presque, elle est norvégienne alors que Nadja était française, native, je crois, de l'île ou des environs. Je crois que le vrai nom de Nadja devait être Hélène Delcourt. Avec son livre, Breton avait créé une figure si puissante qu'elle avait provoqué du vivant même de l'auteur des phénomènes d'identification. À l'instar des faux enfants de la Tour de Londres, des faux Dimitri en Russie, des faux Louis XVII, des fausses Anastasia, la disparition brutale de Nadja avait créé son propre cortège de fausses Nadja. Ce que montre aussi la lettre de Breton, c'est que pour lui aussi, les traits de la vraie Nadja étaient devenus vagues. Contrairement à ce qu'il écrit, le vrai nom de Nadja était Léona et non Hélène Delcourt. Il écrit plus loin dans cette lettre qu'il lui importerait énormément de savoir ce qu'il était advenu de Nadja après 1927, donc c'est une lettre qui date des années 1960. Il ignorait donc complètement son décès à l'asile de Bailleul dans le Nord le 15 janvier 1941. La vraie Nadja, pour lui, avait donc complètement disparu derrière ce qu'il avait écrit d'elle. Pour revenir au thème de la journée et pour conclure mon intervention, on pourrait se demander si ce n'est pas l'amour de l'amour fou qui continue d'entretenir autour du livre de Breton un culte spécial, rassemblant collectionneurs, institutions publiques, et celles qui, s'identifiant aux peines d'une jeune femme, se rêvent en vraie Nadja. Merci. Alors, plusieurs points retiennent évidemment toute notre attention, avec quand même tous ces rebondissements un petit peu énigmatiques quand même, rebondissements et énigmes autour de, finalement, à la fois d'un Breton qui continue de manière acharnée, disiez-vous, écriture acharnée, dont parlait votre collègue, autour de compiler, la faire exister absolument, alors qu'au fond, à la fin de votre récit, vous dites, mais finalement, il y a quand même des éléments, il ne s'en souvient pas. Ce qui est assez paradoxal. On a le sentiment là que quelque chose, évidemment, s'est rencontré là avec cette femme, mais au fond, qu'il y a une volonté quand même acharnée, finalement, de monter cette histoire en quasi-mythe, et avec toutes les conséquences que ça va avoir. Donc je trouve ça quand même tout à fait étonnant, par rapport même à tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin, c'est-à-dire cette volonté, pour le coup là, je trouve assez acharnée, de la faire exister. Alors Nadja, mais aussi de faire exister absolument, quelque chose d'absolu de ce côté-là, cette histoire d'amour, dans lequel, effectivement, semble-t-il, aussi étonnant d'ailleurs soit-elle, quand même pas mal de monde se reconnaît, ou a envie de se reconnaître, pour le meilleur et un petit peu aussi quand même pour le pire. Donc je trouve ça quand même tout à fait saisissant. Donc peut-être que je vais donner la parole à nos discutants. Donc Clotilde Lepil est avec nous, Carolina Goreski aussi. Donc je ne sais pas si vous voulez intervenir. Oui, merci beaucoup Olivier Wagner pour cette intervention qui nous montre effectivement l'effet de fascination produit par ce texte littéraire et que vous ramassez à travers cette formule, l'amour fou pour l'amour fou. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé dans votre texte la façon dont vous montrez que ce récit de cette rencontre d'André Breton avec cette femme à Paris en 1926 est finalement vraiment entré dans la littérature à la hauteur d'un grand mythe,
tels que les mythes mis en série par Denis de Rougemont, qui a été cité dans la table précédente, dans L'amour et l'Occident, presque à la hauteur de la rencontre entre Tristan et Iseult, sauf qu'ici, la rencontre ne s'achève pas par une mort commune, mais s'achève par l'internement de Nadja. Et donc, j'ai été sensible à déjà cette dimension mythique, non pas seulement de la rencontre, mais du personnage féminin lui-même, ce que je vous montrais pour commencer, c'est-à-dire comment est-ce que ce roman a produit un désir de retrouver les traces de la femme disparue, les traces de la vraie Nadja. Et le deuxième point sur lequel vous insistez, et que je trouve vraiment, d'un point de vue psychanalytique pour nous très intéressant, ce sont les phénomènes d'identification avec Nadja, phénomène d'identification donc qu'on peut entendre finalement depuis une perspective lacanienne sur l'amour, comme allant côté femme jusqu'à s'identifier à cette femme folle disparue qui a suscité un amour fou, comme si finalement le désir dernier ici dans l'amour d'une femme serait de susciter cet amour fou chez un homme. Et ça m'a d'ailleurs fait remonter un souvenir de mes années de lycée où une de mes amies venait de lire L'amour fou et s'était mis à sécher les cours et à errer dans des quartiers de Paris comme ça, s'identifiant, mais je ne m'étais pas encore formulé les choses comme ça, c'est en prenant connaissance de votre intervention que je me suis formulé les choses comme ça, en s'identifiant donc à cette Nadja qui pourrait faire une rencontre capitale. Donc effectivement, il y a vraiment une puissance d'identification qui existe presque toujours aujourd'hui. Mais la question que je me suis posée par rapport, disons, au titre aussi de Breton, L'amour fou, Emmanuel Borgnès-Desbordes a introduit notre séquence sous le régime de la lettre, à la lettre, c'est ce que signifiait comment on pouvait interpréter l'adjectif fou ici, dans L'amour fou, chez Breton. Et je vais faire une remarque qui va rejoindre ce que vous avez mentionné aussi à la fin sur la question de la psychiatrie. Il me semble que l'amour fou, à la façon Breton, n'est pas tout à fait analogue à la folie amoureuse, côté féminin, façon Lacan. Dans l'amour fou, façon Breton, il y a une fascination aussi pour la femme libre, puisqu'il décrit Nadja comme une femme libre, la femme libre sans attache, qui va correspondre au principe du surréalisme, mais en même temps, dont il n'affronte pas complètement la folie. Parce qu'une fois qu'elle est internée en psychiatrie, certes, il fait savoir qu'il méprise tellement la psychiatrie qu'il ne veut pas pénétrer dans un service de psychiatrie, mais il ne va pas s'affronter finalement à sa Nadja perdue, internée. Alors que chez Lacan, ce syntagme de la folie des femmes dans l'amour, il prend racine aussi dans la façon dont Lacan s'est senti concerné d'abord en tant que psychiatre, dès le début, par la folie féminine, et ça avait été très bien démontré notamment par Éric Laurent, et par la façon dont il n'a pas reculé devant cette folie. C'est-à-dire que, bien sûr, que la folie des femmes dans l'amour, ce n'est pas tout à fait la même chose que la psychose, mais en même temps, il y a tout de même quelque chose d'une voix que Lacan a appelée la voix du pas-tout, qui peut aussi être source d'angoisse chez l'autre. Voilà. Donc, je voudrais savoir comment vous interprétez ce recul de Breton devant finalement la folie de cette femme qui l'a fascinée. Je pense que c'est clairement la culpabilité et la peur de se confronter à la folie, pas la folie inspirée, mais la folie déchaînée, la folie incohérente, la folie paranoïaque. Parce qu'il s'est renseigné malgré tout, après l'internement de Nadja,
cherchait à savoir s'il était possible de se rendre à l'asile pour la rencontrer. Et je crois que le tableau qu'on lui avait fait de son état l'avait convaincu de ne pas y aller. Mais c'est une culpabilité qui le travaille, puisque c'est dans les vases communicants, qui est sans doute le deuxième volet du triptyque, qui est le moins lu, parce qu'il est très bizarre quand même. C'est un texte où il découvre à la fois le freudisme, vraiment les textes fondamentaux, et où il lit avec passion matérialisme et empiriocriticisme de Lénine. Donc c'est des lectures un peu aujourd'hui un peu surprenantes. Mais un des premiers passages du texte, il raconte un cauchemar où il voit une vieille femme échevelée qui le poursuit, et il interprète ça comme étant Nadja qui vient de le poursuivre. Donc sa culpabilité, elle est clairement définie. Et aussi, ce qu'on sait de Nadja, et c'est aussi en écho à la recherche de la vraie Nadja, c'est que même en allant dans les sources médicales, on ne retrouve jamais la vraie Nadja. C'est-à-dire que dans tous ces dossiers médicaux, on n'a jamais une citation de ce qu'elle aurait pu dire ou faire. Il y a des courriers de sa famille qui demandent à ce qu'on lui donne un œuf frais le matin en envoyant 20 francs, des trucs comme ça. J'ai rencontré le docteur machin. On ne dit jamais Léona m'a dit telle chose, elle semblait mieux. Elle est complètement mutique. C'est-à-dire que de 1927 à 1941, à sa mort, dans les archives qui peuvent rester des différentes institutions médicales, on n'a pas un mot de Nadja. Donc il n'y a pas de post-scriptum possible. Et c'est intéressant aussi dans le sens où quand on projette sur elle des idées telles qu'elle aurait été exploitée par Breton, ça aurait été... Là aussi on projette ses propres envies de vraie Nadja sur une vraie Nadja qui n'a pas existé. C'est une fausse Nadja aussi. Donc oui, je pense que c'est essentiellement ça quand même. Un énorme sentiment de culpabilité qui l'a empêché d'aller la voir. D'aller se confronter à cette folie pas rêvée et pas jolie, qui a des phrases inspirées, mais la folie vraiment laide. Et d'ailleurs, je suis allé consulter ces lettres des fausses Nadja qui sont conservées à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Elles sont vraiment très décevantes dans ce cadre-là, parce que c'est du délire obsessionnel et ça ne dit rien du tout. Ce sont des lettres qui paraphrasent le récit de Breton, accompagnées de délire de persécution, parce que cette Edda Falleux, elle est convaincue qu'il y a un type qui la poursuit pour lui boire son sang. Donc voilà, c'est pas une Nadja inspirée bis, c'est quelqu'un qui a fixé son délire sur quelque chose qui n'avait rien à voir. Donc au moment où elle ne répond plus tout à fait au principe du surréalisme, il y a quelque chose qui chez lui lâche aussi. Oui, qui lâche complètement, et d'ailleurs il faut bien rappeler que Nadja, c'est le seul texte que Breton a corrigé pour une seconde édition. Il a profondément transformé l'édition de 1928 et de celle de 1962 ou 3, je ne sais plus exactement. Il a changé beaucoup de passages. Et en particulier, tous ces changements, ça vient à désincarner Nadja, ça la rend moins humaine et plus un esprit un peu indéfini. C'est un changement qui avait assez scandalisé Julien Gracq, qui en parle dans son texte sur André Breton, qui est un petit peu géographique, mais pas sur ce passage-là. Où en particulier le passage qui disparaît, c'est l'évocation de la nuit qu'ils ont passée ensemble dans un hôtel à Versailles, Saint-Germain-en-Laye, pardon. Donc une nuit où ils ont eu des rapports sexuels. C'est supprimé au moment de l'édition. Donc c'est cohérent avec les lettres que je citais, où finalement les détails sur la vraie Nadja lui semblaient plus légitimes, ou en tout cas moins essentiels à ce moment-là. D'accord. Merci. Caroline. Oui, peut-être que très rapidement, on ne s'était pas mis d'accord avec Clotilde, et pourtant la question va dans le même sens.
je reprenais la scène de l'autoroute que vous décrivez, qui me semble très parlante, c'est-à-dire Breton va épingler, comme il dit, des principes de subversion totale propres à la part des folies dans l'amour. Et en fait, il y a quelque chose qui est traité, je ne sais pas si c'est les bons mots, ce que vous en pensez, du côté de l'idéal, c'est-à-dire qu'on voit quand même Breton reculer, c'est-à-dire qu'il freine la voiture face à l'excès et reculer tout simplement, comme vous venez de le rappeler, à rendre visite à Nadja durant son internement de 14 ans. Et donc, il me semble qu'effectivement, même si vous d'ailleurs le citer dans les catalogues, auxquels vous avez contribué pour l'exposition à la BNF, cette phrase du manifeste de surréalisme, ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne les drapeaux de l'imagination. Et pourtant, donc il y a cette phrase très connue, mais il y a effectivement l'amour fou comme idéal, finalement, hein, et puis ça devient beaucoup plus compliqué quand il s'agit d'un face-à-face avec la folie d'une femme. Et donc je pense que ça, c'est extrêmement intéressant, et je me disais, en vous écoutant, voilà, effectivement, comme disait Clotilde, il y a quelque chose qui n'affronte pas, et que finalement, il y a quelque chose dans le maniement de la lettre qui fait Breton, c'est qu'il va produire, c'est la passion des lecteurs, c'est-à-dire la passion des collectionneurs, c'est la passion qui produit ces identifications féminines, c'est-à-dire qu'il y a avec ces jeux entre les mythes et la vraie, il joue beaucoup avec un maniement de la lettre entre les mythes et la vraie, qui produit des passions finalement plutôt chez les lecteurs, alors qu'il recule face à la folie des Nadja. Voilà, c'était juste un peu. Oui. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est ces phénomènes, donc effectivement, d'identification que Nadja déclenche, enfin, les personnages de Nadja déclenchent, et la petite érotomanie aussi, parce qu'elle s'écrit tout à Breton, finalement. C'est pas seulement qu'elle s'identifie à elle, sinon qu'elle lui écrive. Et lui, quelque part, il s'intéresse quand même. Il s'intéresse apparemment un peu parce qu'il veut savoir si vraiment ce serait celle qui correspondrait à sa Nadja à lui, finalement. Donc il y a quelque chose comme ça qui ajoute, je trouve, je ne sais pas si vous en pensez, une deuxième couche peut-être à son amour fou dans ces phénomènes comme ça, très particuliers, très féminins, de s'identifier à la Nadja, lui écrire, et lui qui va quand même savoir un peu qu'est-ce qu'il en est. Je sais pas, il y a une sorte de deuxième épisode peut-être de la séquence de la rencontre avec Nadja qui est intéressant. Je trouve que c'est particulier qu'il ne se soit pas intéressé davantage justement au phénomène lui-même, pas aux femmes qui lui écrivent. Ici, il est suffisamment intéressé pour être en correspondance avec les hôpitaux de Paris, pour transmettre des courriers, poser des questions. Et je ne les ai pas cités, mais il y a aussi les courriers internes aux hôpitaux de Paris où ça leur semble très intéressant, et la façon de parler n'est pas très professionnelle. Ils savent que c'est la Nadja de Breton, et ça les intéresse de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, oui, ça l'intéresse, et je pense que ça l'attriste aussi. Franchement, ces courriers reçus, ils sont tristes aussi, parce que c'est très incohérent. C'est un océan de papier. Elle écrit 20 pages par jour à André Breton, 2 lettres par jour. C'est un énorme dossier de correspondance. Qu'il lit, il numérote les lettres. Je crois qu'effectivement, il a tout lu. Je ne crois pas qu'il en ait fait d'exploitation. Vous savez quel était son point de vue sur la psychiatrie, qui était d'un point de vue d'une très grande violence. Dans Nadja, il y a même un passage où il dit que s'il se trouvait dans cet état-là, s'il avait un épisode de rémission, il en profiterait pour assassiner le plus grand nombre possible parmi les médecins de l'asile. Donc mais je crois qu'il y a il y a ce mystère pour lui, il avait complètement perdu le fil de qui était la vraie Nadja, parce qu'il ne se souvenait même plus de son prénom. Il ne savait pas qu'elle était morte.
Mais en même temps, je pense qu'il ne donnait pas trop crédit à ces fausses Nadja, tout simplement parce qu'elles étaient invraisemblables. Enfin, une Norvégienne qui parlait à peine français, qui était convaincue d'être Nadja. Elle lui a même envoyé une photographie d'elle, qui ressemble évidemment pas du tout à la vraie Nadja. Donc, je pense qu'après, c'est les réponses que Breton lui a données, que j'aimerais beaucoup retrouver, mais je ne sais pas dans quelle mesure les lettres reçues par une folle norvégienne dans les années 60 ont pu être conservées. Mais peut-être que je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est trop déterminé comme rencontre pour qu'il s'intéresse davantage à cette Norvégienne, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la dimension contingente de la rencontre avec Nadja qui a fait une rencontre pour lui, alors qu'avec cette Norvégienne qui lui écrit en disant c'est chez lui l'autre, ça ne l'intéresse pas du tout. Il faut dire que autant le personnage de Nadja était vraiment fascinant, hein, quand on lit ce que Breton en dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc une folie inspirée. Autant la folie de Edak Falleux, elle n'est pas du tout inspirée. Hein, c'est d'un ennui colossal. Je crois que France Oui. voulait couper le presse, oui. Oui. Ouais. En fait, en vous écoutant, je vous remercier parce que... Parle fort, parle fort. Ça Oui. Ça marche pas, non. C'est enregistré. Non, je voulais vous remercier de votre intervention parce qu'en vous écoutant, je me posais la question de cet objet qu'a constitué Breton, et dont Pierre Berger est tombé amoureux, si j'ai bien compris ce que vous disiez, ce qui rejoint ce que tu disais, Carolina, sur la passion qui est suscitée par l'objet lui-même, constitué par Breton. Et donc je me disais, quel est le statut de cet ovni, en fait, dont vous disiez vous-même qu'on n'en a pas d'autres exemples, on va dire, à votre connaissance dans la littérature, et qui vous fait penser donc à cette jolie expression qui renvoie à la question de la relique. Et j'avais pensé, parce que autrefois j'ai travaillé sur un travail comme ça en art plastique. C'est un peintre américain qui s'appelle Bill Viola, et je viens de m'en rappeler, et c'était une série qui s'appelait Les Passions. Et il avait travaillé sur la question de la passion, et dans l'exposition, il y avait aussi toutes les arrière-cuisines, si j'ose dire, de comment il en était arrivé, toute la genèse de l'œuvre. Et donc, ce qui avait été très mal reçu par certains qui considéraient qu'effectivement c'était... Alors donc là, ce que je trouve très beau, c'est qu'on voit bien, c'est ce que disait Clotilde, c'est que ça lui permet de garder encore, retenir encore un peu Nadja, d'une certaine manière, c'est de ne pas la perdre tout à fait, ainsi que cet amour qu'elle lui a inspiré. Donc voilà. Et c'est un point vraiment très intéressant, parce que les lettres que Nadja lui a écrites, qui n'ont jamais été publiées, mais je pense qu'on va le faire bientôt, parce qu'elles sont magnifiques, ces lettres en plus, il les avait gardées jusqu'à sa mort. Et ce manuscrit, donc ils s'en est séparés, mais je ne pense pas volontairement. Je pense que vraiment il n'avait pas eu le choix au niveau de sa situation financière. Mais chaque pièce qui est collée dans ce manuscrit est saturée de signification, mais à un point presque terrible en fait. Je prends en particulier l'exemple d'une carte postale que Nadja lui avait envoyée, et qui représente une nymphe qui porte la tête décapitée d'Orphée. Donc c'est un tableau de Gustave Moreau qui était à l'époque au musée de l'Orangerie, donc maintenant le musée d'Orsay. Et Nadja écrit juste au dos, devant le mystère, homme de pierre, comprends-moi. Et la signification de cette carte postale, donc cette jeune femme qui porte la tête d'un poète mort, avec ce message de menace derrière, je pense que ça synthétise vraiment leur relation, en fait, entre la pulsion de mort de Nadja, qui veut vraiment complètement se détruire dans l'amour, et le sursaut vital de Breton qui refuse d'aller dans cette direction. Et cet élément, qui je pense est quand même extraordinairement important pour comprendre l'intensité du récit, ça n'était resté que dans le cadre de ce manuscrit.
Donc c'est simplement en dépliant les éléments du manuscrit qu'on peut comprendre d'autres choses. C'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer aussi, c'est que cette accumulation de pièces qui ont été dispersées, qui ont été jalousement conservées, c'est autant d'éléments. Décrite et élaborée par Breton dans ce triptyque dont nous parlions, que constitue Nadja, l'amour fou et les vases communicants, et donc tu fais ce rapprochement, dis-tu, avec l'abord de l'amour. L'abord de l'amour par Lacan. Voilà, je te donne la parole. Merci. Donc, les hasards objectifs, terme de Breton, sera le fil qui me permettra d'interroger l'abord de l'amour par Breton et par Lacan, très brièvement pour Lacan, à partir des conditions de la rencontre amoureuse décrites et élaborées par Breton dans les triptyques qui constituent Nadja, l'amour fou et les vases communicants. Lacan se réfère peu à Breton. Deux petits passages dans les écrits, un à partir de l'introduction au discours de Peu de réalité, et une référence à la fin de la direction de la cure à la rencontre de Breton et de Freud. L'introduction au discours sur le peu de réalité revient dans un de ses séminaires aussi. Patrick Wallace, récemment disparu, reconnaissait derrière les fabuleux titres littéraires un emprunt de Lacan au titre de la revue de 1921 Erutaretil, palindrome des littératures, où Breton publia plusieurs articles. Une belle vidéo de Roger Caillois, visible sur les sites d'Elina, explique que Lacan s'est rendu quelquefois au café Cyrano, où les surréalistes se réunissaient. Lacan, qui était plus proche de Dali que de Breton, et Caillois raconte dans cette vidéo que Breton, dans un autodafé, aurait déchiré devant ses comparses l'invitation au mariage religieux de Lacan par désaccord des Bretons avec les mariages à l'église et certainement aussi par la distance que Breton commençait à mettre avec Dali à partir de 1929. C'est surtout dans L'amour fou, titre qui inspira de manière heureuse cette journée, récit qui accompagne donc la rencontre de Jacqueline Lamba, celle qui sera sa future épouse, et qui clôt celui des Nadja et des vases communicants, que Breton semble tirer toutes les conséquences de ces rencontres hasardeuses, en faisant de l'amour un cas particulier de la conjonction, je les cite, d'une causalité externe et d'une finalité interne. Ce qui constitue la définition même du hasard selon notre auteur, selon Breton. Cette conjonction fait croiser une causalité externe, donc purement contingente, avec la finalité interne subjective qui donne au hasard non seulement sa pertinence, mais aussi sa place, sa valeur de déclencheur d'une réaction de la part de celui qui s'en saisit. Une résonance, en quelque sorte, dans ce qui constitue donc un rapport de causalité entre la causalité externe et la finalité, ce qu'il appelle, lui, la finalité interne. L'amour serait donc, dans cette logique, chez Breton, la rencontre capitale, c'est-à-dire par définition la rencontre subjectivée à l'extrême, fin de citation, qui par les effets importants qu'il entraîne, mérite
écrit Breton, de se demander si cela ne doit pas mener à une pétition des principes. Question fondamentale, à notre avis, car du poids que la causalité externe a dans la définition du hasard et des finalités internes qui s'en suivent, la folie, entre guillemets, même impliquée dans l'amour, pourrait être interrogée. Notons que Breton n'interroge à aucun endroit cette dimension folle qu'il lui accorde en l'entérinant, en quelque sorte, fait constatable par les vignettes de ses rencontres avec Nadja, avec Jacqueline et d'autres femmes qui émaillent ces récits. Les caractères absolus, c'est un terme de Breton, qu'il lui reconnaît à l'amour, dans son inspiration vers le mieux, n'appelle pas une élucidation de sa logique, au-delà du caractère hasardeux qui les déclenche. Est-ce ces caractères qui l'amènent à qualifier l'amour de fou, en les situant ainsi, en les laissant de cette forme à la marge de toute raison? De toute raison, au moins jusqu'à Rimbaud, qui intitula son célèbre poème « À une raison », où l'on entend scander « Un nouvel amour, un nouvel amour », où Philippe Solers reconnaissait que rapprocher les mots « raison » et « amour » est déjà un acte en contradiction complète avec presque toute la bibliothèque. Presque toute la bibliothèque, parce qu'il y a les œuvres de Freud et les séminaires de Lacan, peut-être, pour éclairer cette raison. Breton nous donne dans l'amour fou, donc, une idée de l'irrationnel avec sa notion de réel, qu'il appelle donc réel. Cette volonté désespérée d'aujourd'hui, chez Breton, qui peut être qualifiée de surréaliste, aussi bien dans les domaines des sciences particulières que dans les domaines de la poésie et des arts, d'opérer à chaque instant la synthèse du rationnel et du réel, sans crainte de faire entrer dans les mots réels tout ce qu'il peut contenir d'irrationnel jusqu'à nouvel ordre. Fin de citation. Le réel couvrirait donc pour Breton l'irrationnel, ce qui autorise à penser que l'amour, de par sa folie, entrerait donc dans cette catégorie de réel, dans ce qu'il peut contenir d'irrationnel jusqu'à nouvel ordre. Et si ce nouvel ordre était justement la logique que la psychanalyse, avec Freud et Lacan, permet d'apporter sur l'amour, Lacan qui a permis d'aborder donc tant sa dimension imaginaire que symbolique et réelle, et c'est de l'amour. Dans l'amour fou, Breton part de l'idée antique qui voyait dans les hasards une cause accidentelle des effets exceptionnels ou accessoires revêtant l'apparence de la finalité, définition donc du hasard selon Aristote, pour arriver jusqu'à Cournot, philosophe et mathématicien qui, dans le XIXe siècle, définit les hasards comme un événement amené par la combinaison ou la rencontre de phénomènes qui appartiennent à des séries indépendantes dans l'ordre de la causalité. Ou encore par la définition d'un point carré, qui définit le hasard comme un événement rigoureusement déterminé, mais tel qu'une différence extrêmement petite dans ses causes aurait produit une différence considérable dans les faits. Ce qui lui permet donc de rejoindre une définition du hasard qui cherche à relier pour Breton Engels à Freud, comme il l'indique. Une forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se ferait un chemin dans l'inconscient humain. Une citation de Breton. Il semblerait que cette référence que Breton donne à Engels est complètement apocryphe, cherchant à inscrire la démarche de l'auteur de Breton dans les sillons révolutionnaires que les surréalismes revendiquaient. Peut-être que il y a quelque chose par rapport à ça. Je suppose que vous avez peut-être des éléments par rapport à cette question. En tout cas, quant à l'inconscient que Breton cite ici, il lui faut attribuer certainement à la place que Breton lui accorde en suivant Freud. Donc il ne s'agit pas du hasard des scientifiques, ni de celui de la logique, ni de la philosophie. C'est donc une pure contingence dont on ne peut rien retirer. Breton refusa toujours fermement les explications de la raison bornée et les voies logiques ordinaires,
qui viderait les coïncidences d'un sens possible. À quoi correspond donc l'adjectif d'objectif qui accompagne les hasards pour Breton? À son caractère constatable, comme il l'affirme dans les vases communicants. Les photos qui accompagnent le récit dans les trois ouvrages, dans Nadja, L'amour fou et les vases communicants, sont donc proposées comme des preuves à l'appui pour attester les caractères objectifs des rencontres hasardeuses. Les événements en jeu qui se marient dans cet hasard objectif ne sont là que comme une mise en jeu du désir, tel que Breton l'affirme dans L'amour fou. Je cite Breton: « Ma plus durable ambition aurait été de dégager cet inconnu qui est la lumière de l'anomalie, aussi bien des quelques faits à première vue les plus humbles que les plus significatifs de ma vie. Je crois avoir réussi à établir que les uns et les autres admettent un commun dénominateur situé dans l'esprit de l'homme qui n'est autre que son désir. » Prenons par exemple les passages de Nadja où la jeune femme éponyme, d'abord rencontrée dans la rue, est accompagnée par Breton au jardin des Tuileries. Il s'y observe un jet d'eau. Elle compare alors la chute avec la montée de leurs pensées. Retombons ensuite ensemble. « Je m'écris, dit Breton, mais Nadja, comme c'est étrange, où prends-tu justement cette image qui se trouve exprimée presque sous la même forme dans un ouvrage que tu n'es pas connaître et que je viens de lire. » Donc il est amené à lui expliquer qu'elle fait l'objet d'une vignette d'un livre qu'effectivement il avait lu juste avant la rencontre. Les hasards objectifs, c'est donc une triple coïncidence entre les jets d'eau réels, qui rappellent la gravure toujours découverte, entre la légende rappelée par la vignette et les préoccupations politiques et philosophiques d'André Breton durant ces années-là, et entre la parole spontanée de Nadja qui compare le jet d'eau et les pensées qu'il partage et ce que déclare à ce sujet un personnage dans les dialogues publics. On pourrait suspecter Breton d'être celui qui a guidé ses pas vers la fontaine en songeant inconsciemment à la gravure qu'il avait vue juste avant. Mais il ne l'a pas fait, s'il l'a fait, il ne l'a pas fait malicieusement. Quel serait l'intérêt donc du récit qui suit? Et il ne pouvait deviner ce que cela suggérerait à la jeune femme qui l'accompagne. Comme c'est étrange, car elle ne peut connaître ces livres que justement il venait de lire. C'est donc ces faits objectivement constatables alors et attestés qui produisent les hasards, ce que Breton appelle les hasards objectifs. On remarquera que c'est aussi l'état d'esprit de celui qui y fait attention qui compte, sans quoi rien ne serait probablement repéré, c'est-à-dire l'interprétation de Breton. D'où les liens par Breton établis entre la nécessité extérieure et l'inconscient humain. Dans les cas où les hasards ne seraient pas mis au profit, ce qui peut arriver, et ne seraient pas donc pris en considération, ils seraient rejetés dans l'accidentel et négligés en tant que hasard défavorable. Il appelle hasard défavorable. De cette façon, la sympathie qui peut surgir entre deux êtres ou plusieurs, je cite Breton ici, semble bien les mettre sur la voie des solutions qu'ils poursuivraient séparément en vain. Et cette sympathie ne serait rien de moins que de nature à faire passer dans les domaines du hasard favorable, l'antipathie dans celui du hasard défavorable, des rencontres qui, lorsqu'elles n'ont lieu que pour un seul, ne sont pas prises en considération et donc sont rejetées dans l'accidentel. Dans L'amour fou, l'aspiration surréaliste avec une jolie formule n'est pas laissée derrière soi sans broussailler les schémas du désir, lorsqu'à la pointe de la découverte, dès l'instant où les premiers navigateurs, une nouvelle terre fut à vue, dès l'instant où tel savant put se convaincre qu'il venait d'être témoin d'un phénomène jusqu'alors inconnu à celui où il commença à mesurer la portée de son observation, tout sentiment de durée aboli dans l'énivrement de la chance, un très fin pinceau de feu dégagé ou parfait ou comme rien autre, ou parfait comme rien d'autre le sens de la vie. C'est à la récréation de cet état particulier de l'esprit que le surréalisme a toujours inspiré, dédaignant en dernière analyse la proie et l'homme pour ce qui n'est déjà plus l'homme et n'est pas encore la proie, l'homme et la proie dans l'éclair unique.
Peut-être qu'il faudrait différencier aussi cette méthode de connaissance, finalement, parce qu'il y a une démarche d'interprétation de la part de Breton. Il faudrait mettre en lien cette méthode avec la méthode paranoïaque critique de Dali, parce qu'il y a effectivement une résonance entre eux. Breton fait de cet éclair une contingente produite par ses séances. En rappelant donc cette disposition fondamentale du surréalisme, Breton ne réduit pas au seul plan individuel, à l'amitié et à l'amour, cette rencontre hasardeusement objective. Sur le plan social, il s'est traduit aussi par les liens créés par la communauté de souffrance et la convergence des revendications, seul capable de favoriser cette combinaison brusque, éclatante des phénomènes qui appartiennent à des séries causales indépendantes. Mais l'amour, comme il l'affirme ici, est entre tous les états par lesquels l'homme peut passer les plus grands pourvoyeurs en matière de solutions de ce genre, tout en étant lui-même le lieu idéal des jonctions, d'effusion de ces solutions. C'est donc dans cet éclair qui constitue comme tel l'amour, au moment où il se manifeste, qu'il s'agit de le préserver comme tel. Ce qui suit n'est que l'ombre de celui-ci. L'amour véritable, je cite Breton, n'est sujet à aucune altération appréciable dans la durée, écrit-il après avoir rencontré Jacqueline Lamba. Ce qui s'ensuit n'est que la fantasmagorie produite par les manques de connaissances, où l'on est de l'être aimé, je veux dire, passe pour prendre fin de l'instant où cet être ne se dérobe plus. Il critique les termes classiques et modernes qui ont permis aux poètes d'exprimer cet instant comme les coups de foudre aux lunes de miel. Météorologie des pacotilles, dit-il, tentée de la plus sordide ironie réactionnaire. À cette conception de l'amour, il oppose une causalité qui souligne la coïncidence continue, parfaite, de deux séries de faits tenus pour rigoureusement indépendants, que les comportements lyriques, tels qu'ils s'imposent à notre être, ne serait-ce qu'une heure durant l'amour, et tels qu'a tenté de les systématiser les surréalistes. On vérifie donc que c'est au niveau de la causalité de l'amour que les hasards objectifs se révèlent et de la participation de cet hasard dans la connaissance de l'être aimé. C'est sur les conditions mêmes de l'être qu'on aime que les hasards interviennent. Car il nous ferait le rencontrer parce que les deux êtres sont censés se rencontrer. Ils n'ont pas plus de raison à cette rencontre. On pourrait discuter la logique qui sous-tend à cette nécessité que les caractères objectifs du hasard fait jouer pour que les deux êtres se rencontrent. S'agit-il d'une idéalisation, sinon de l'amour, Caroline l'évoquait tout à l'heure, de la causalité à l'œuvre dans l'amour? On peut certainement le penser. Ce qui justifie d'autant plus qu'à la lumière de ces développements de Breton, que nous n'abordons que de manière trop rapide ici, il importe de préciser sa position lorsque Lacan aborde l'amour dans son dernier enseignement. Car celui-ci n'articule plus l'amour ni au symbolique, ni au registre imaginaire, et risquerait de paraître très proche à certains points de l'approche surréaliste. Dans les séminaires sur les noms du Père, Lacan propose une définition inouïe de l'amour, qui tranche avec tout ce qu'il a pu déjà dire sur l'amour dans son enseignement. L'amour, c'est demi-dire qui ne se recouvre pas. C'est ce qui en fait les caractères fatal. C'est la division irrémédiable, à quoi on ne peut pas remédier, ce qui implique que le médier serait déjà possible. Et justement, ce n'est non seulement irrémédiable, mais sans aucune médiation. Sous-entendu, médiation phallique. C'est la connexité entre deux savoirs en tant qu'ils sont irrémédiablement distants. Quand ça s'est produit, ça fait quelque chose de tout à fait privilégié. Quand ça se recouvre, les deux savoirs inconscients, ça fait un sale méli-mélo. Ça, c'est la citation de Lacan. Lacan ne va pas donc asseoir la rencontre amoureuse désormais de l'échange des manques que les phallus assuraient, donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, ni non plus sur justement le fait de s'aimer soi-même dans les registres narcissiques qu'est l'imaginaire des plis, mais sinon plutôt sur les savoirs inconscients. Il introduit ici ce terme de topologie, la connexité, qui n'est pas la connexion. Il faut différencier ce terme de la connexion. Je donne la définition rapide de connexité.
La connexité est une notion de topologie qui formalise les concepts des objets d'un seul tenant. Un objet est dit connexe s'il est fait d'un seul morceau. Dans les cas contraires, chacun des morceaux est une composante connexe de l'objet étudié. Donc c'est un seul morceau. C'est une définition un peu complexe, j'ai trouvé l'amour, de dire que justement il s'agit d'une connexité entre des savoirs qui restent irrémédiablement distincts, mais qui sont unis en même temps, d'une seule pièce. Ce qui pose le problème de réintroduire les 1 au niveau de l'amour. Un 1 qui ne serait donc pas des jouissances, mais des savoirs. Les savoirs inconscients, en tant qu'ils restent d'un côté bien différenciés, demi-dire qui ne se recouvrent pas, mais qui trouveraient des signifiants communs qui permettent de donner la pièce d'un seul tenant présent dans la connexité. C'est une définition quelque part paradoxale de l'amour que Lacan propose ici. Des savoirs distincts qui partagent dans l'amour certains tenants, donc qui les réunissent et qui permettent aux deux corps de tenir ensemble, bien distincts et séparés. Suppléant donc des effets au non-rapport sexuel. Car justement, c'est un amour qui ne cherche pas à faire exciter les rapports sexuels parce qu'il s'agit donc de demi-dire qui ne se recouvrent pas. Donc, quelque part, averti de l'inexistence du rapport sexuel. C'est ce qui conduira Lacan, et aussi on pourrait dire que justement, on a la position du partenaire dans cette perspective, n'étant pas celui justement qui détient une vérité sur l'autre, c'est la définition que Lacan fait entre croire à sa femme et y croire. C'est-à-dire que justement, dans la mesure où il s'agit de deux savoirs bien différenciés, il n'y a pas une supposition des savoirs justement sur les sujets attribués à la femme, comme ça peut être effectivement le cas dans les salles Méli-Mélo, par exemple. Et donc, il s'agit plutôt d'y croire, c'est-à-dire de croire au partenaire comme justement étant lui-même quelque chose, incarnant lui-même quelque chose de l'ordre de la vérité du sujet. De la même manière, Lacan donne l'exemple du sujet qui vient d'analyse et qui croit à ses symptômes pour pouvoir commencer une analyse. Mais il est nécessaire de pouvoir croire à ces symptômes, ou encore, il donne l'exemple du psychotique qui croit justement aux hallucinations, c'est-à-dire le fait que les hallucinations disent quelque chose de lui, sur lui. Donc c'est là qu'on conduira Lacan, et je vais conclure sur ça, ce qui conduira Lacan à annoncer que c'est l'amour qui sait, et que ce savoir implique l'échec de l'inconscient, son insuccès, tel que les titres du 24e séminaire connu de Lacan, l'insuccès de l'inconscient, c'est l'amour. Un succès donc de l'inconscient, considéré désormais comme réel, en tant que justement il donne lieu à des unes bévues, c'est-à-dire il parle des lunes bévues pour déplacer justement l'axe de la formation de l'inconscient à l'une bévue, à ce que Lacan appelle l'une bévue, et étant-elle donc échouant à chiffrer les non-rapports sexuels. C'est donc désormais l'amour entendu comme division irrémédiable qui saurait de cette véance radicale qui habite le par-l'être, l'inconscient étant donc les témoins de cette véance. Les hasards objectifs de Breton est-il averti de cette division irrémédiable? Le caractère absolu que Breton reconnaît à l'amour, son caractère ineffable, ou en tout cas de reconnaissance immédiate qu'il accorde à la rencontre amoureuse par rapport au trait de l'être aimé, empêcherait de les formuler. Son caractère idéal aussi. De notre lecture de Breton, il n'en ressort pas que ces traits irréductibles de l'autre apparaissent dès la rencontre que les hasards objectifs déclenchent. Bien que cette rencontre se produise pour Breton en deçà de toute projection transférentielle de la fantasmatique propre à chacun des partenaires. Si avec les hasards objectifs, Breton nous donne une causalité de la rencontre amoureuse, son approche semble se limiter aux facteurs qui la provoquent, sans aller jusqu'à la logique qui structure et qui donne la consistance à la connexité qui fera tenir la rencontre entre deux corps. Merci beaucoup. Merci Fabien pour ce texte, cette intervention qui voilà, aborde quand même un plus natif des points pas toujours évidents. Ce qu'on retient quand même, et c'est vrai que tu nous l'as rappelé, c'est que le lien, alors en même temps je trouve ça très intéressant que tu ne tombes pas non plus
dans une interprétation lacanienne du texte de Breton, parce que ça peut être la pente aisée, tu ne fais pas du tout. Et je trouve très intéressant ce rapprochement que tu fais entre ce que Breton, dans son, entre guillemets, modèle, en tout cas dans sa conception, appelle le hasard objectif, et finalement, ce qu'avec Lacan, on appellerait plutôt, on y est plus habitué, la contingence de la rencontre, qui n'est pas pour autant du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la contingence qui touche quand même quelque chose du sujet, hein, mais qui en même temps voilà, se rencontre dans des conditions particulières, que ce soit des conditions de désir, conditions d'amour, etc. Donc ça, vraiment, c'est un point qui me semble très intéressant, et j'ai beaucoup aimé, mais je vais donner la parole à mes collègues aussi, ce que tu dis un moment sur la question, finalement, tu l'amènes, ça ouvre à un questionnement là-dessus, sur la question finalement de la différence entre le dire et le dit. Parce que c'est quand même ça aussi qui est là. Je trouve que ça pousse à une réflexion sur ce dire qui vise la place d'énonciation du sujet, hein, plutôt que ce qui peut en être dit. Et je crois que j'ai l'impression, en tout cas, là c'est peut-être une lecture un peu lacanienne, mais que justement Breton essaye de serrer quelque chose de ce côté-là sans complètement y parvenir, hein, et que, je ne sais pas si on est d'accord, et que voilà, il reste pour le coup un petit peu au seuil quant à cette question du dire. Merci, tourne autour. C'est la finalité interne qui ne développe pas. Enfin, il évoque, il nomme sa finalité interne, mais il ne dit pas lesquels sont. Donc, même les caractères faux, c'est-à-dire de l'amour, qui est la rencontre contingente, déclenche dans la finalité subjective, n'est pas vraiment abordé par Breton. Il est juste nommé, mais il n'est pas vraiment élaboré, décrit. Il ne fait pas une théorie de ça. Enfin, je ne sais pas, l'autorité Wagner, toujours, c'est... Oui. Voilà. Non, je veux dire, peut-être que vous pouvez apporter des choses. Ma connaissance de Breton est assez vite. La seul apport utile que je pourrais donner, c'est que la notion de hasard objectif, en fait, elle arrive après Nadja. C'est quelque chose qui développe à partir du second manifeste du surréalisme. Et pour cette réédition de 62-63 que j'évoquais, il va corriger Nadja pour y introduire le hasard objectif qui n'y était pas à l'époque. Et on pourrait considérer peut-être que cette création du système qui ensuite doit complètement intégrer l'homme de Breton, c'est peut-être aussi un appauvrissement, une révision qui est peut-être un peu asséchante. Petit ton que je porte sur. Oui, on doit absolument s'arrêter à 13h et on a encore la très beau texte d'Aurélie à écouter. Donc, simplement 2 mots. J'ai beaucoup aimé dans ton texte, Fabien, comment tu passes effectivement de la question de la rencontre de Breton à Lacan. Dans les passages, je n'ai pas uniquement essayé de cerner ce qui, dans les hasards, faire rencontre, mais là, quand tu mets en évidence, il semblait extrêmement intéressant, pas uniquement se concentrer sur ce qui fait rencontre, mais ce qu'on appelle les mystères, c'est-à-dire les mystères du deux. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je me suis demandé, mais ça je dis 2 mots si tu peux, quand tu parles d'averti, d'un amour averti, dans ces mystères dus à deux, ça m'a évoqué la phrase de Lacan dans la note italienne d'un amour plus digne. Je ne sais pas si tu en fais le lien. Donc je passe très vite. Je fais peut-être une petite remarque comme ça, Fabien pourra répondre à nos 2 questions. Oui, moi aussi, Fabien, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu développes cette catégorie du hasard objectif, qui est une catégorie de Breton qui n'est pas facile à saisir, en tout cas, disons, depuis nos repères psychanalytiques. Je me disais en t'écoutant, pour aller vite, qu'on pourrait traduire hasard objectif aussi par kairos, quelque chose de l'ordre de l'occasion à saisir, et en même temps tu déplies la référence à Cournot, la rencontre entre 2 séries causales qui produit un événement, et tu as cité le hasard objectif défini par Breton comme la conjonction d'une causalité externe avec une finalité interne. Et en t'écoutant, je me suis dit que finalement, peut-être que Lacan, en différents endroits, quand il mentionne le hasard comme tuqué, développe davantage la mauvaise rencontre, la catégorie de la mauvaise rencontre, plutôt que la rencontre amoureuse,
Et finalement, cette mauvaise rencontre, il la conçoit aussi comme une conjonction d'une causalité externe qui est l'accident qui surgit dans la réalité et d'une finalité interne qui est une exigence pulsionnelle. Voilà. Et donc, toi, donc, ce que tu montres, c'est que ce hasard objectif permet de penser ce que Lacan appelle ce qui cesse de ne pas s'écrire. C'est-à-dire, ce qui fait rencontre, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui cesse de ne pas s'écrire. Et je trouvais intéressant que tu apportes ce terme de nouvel amour qu'emploie Lacan aussi à propos de la fin de l'analyse, hein, et qu'il y a quelque chose aussi dans la fin de l'analyse, puisque tu as parlé aussi de la passe, qui a à voir avec une sorte de hasard objectif, finalement, hein, quelque chose une contingence qui se trouve là et qui produit un effet de rencontre capitale. Bon, en fait, vous avez une version plus longue de mon texte. Je ne vais pas parler de la page, là. Vous avez une version plus longue. Voilà, bon, on m'a obligé de réduire. Mais effectivement, oui, c'est tout à fait la question. Je voulais dire aussi, et merci pour ta question, Clotilde, merci pour la question à Caroline aussi, je voulais dire que l'amour symbolique, réel et imaginaire correspondent aussi, à mon avis, à 3 moments différents chez un sujet aussi. Et donc, il y a quelque chose de ces 3 dimensions de l'amour. Bon, j'ai développé ça dans un article qui a été publié dans la Cause des siècles, donc on peut peut-être dire ça plus en détail, correspondent aussi à 3 moments d'un sujet, et surtout, effectivement, en analyse, mais que la passe permet de vérifier aussi dans l'après-coup, mais effectivement, d'un rapport qui aurait un rapport effectivement plus averti, donc, à non-rapport sexuel, effectivement, à la possibilité de l'écrire, comme disait Carolina, et à ce qu'Eric appelle de manière très, très belle, mais bon, je l'ai cité tellement de fois que je ne vais pas le citer encore, la distance infinie qu'il y a toujours entre 2 êtres. Eric dit que justement, pour avoir une vie possible avec quelqu'un, il faut pouvoir aimer cette distance. C'est très beau. Enfin, bon, je trouve que c'est très juste, et ça dit d'une autre manière que Lacan une existence du rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il est possible de vivre avec quelqu'un si on accepte et on aime, c'est plus difficile, la distance infinie qui nous sépare de l'autre. Bon, Kairos, bien sûr, tout à fait, sauf que je pense que Platon fait un pas supplémentaire avec les Kairos, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aussi, mais sans vraiment développer, les finalités internes, ce qu'il appelle l'inconscient. Donc il a comme une intuition de ça qui ça produit en effet chez lui, en tout cas la rencontre, mais bon, il va jusque-là, il ne développe pas, effectivement, c'est que la dualité, c'est que la rencontre entière avec le réel déclenche un lui. Et donc, oui, alors, Carolina, toi tu disais, oui, l'amour public, effectivement, dès la fin de l'analyse, et Guy Briol, ici présent, a parlé aussi d'un amour civilisé. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est chez Lacan, effectivement, Lacan cite beaucoup l'amour pudique, mais on passe un peu, enfin, on ignore peut-être la référence que Lacan fait dans un de ses séminaires, un amour civilisé, parce qu'il aurait écopé de la jouissance. Et je trouve que là aussi, c'est quand même une démarche analytique, c'est-à-dire pouvoir faire de l'amour quelque chose de plus civilisé parce qu'il aurait écopé de la jouissance. Voilà. Donc, oui. Voilà, hein, on va enchaîner rapidement. Donc 13h maximum, c'est ça? Voilà, on y va. Hein. Bon, alors ça va donner le ton, puisque Yann Adria, ça fait un pont avec ce que tu viens de nous dire. La question de la distance n'est pas simple. Hein, peut-être le dire comme ça. Hein, c'est la fameuse distance nécessaire et salvatrice. Donc Yann Andrea, une lettre que je continue de vous écrire. Donc, je passe la parole à Aurélie Flore-Pascal pour... Vous allez entendre de nombreux passages dans lesquels je cite Yann Andrea, et il y aura aussi des extraits qui font entendre la voix de Marguerite Duras. Jeune étudiant en philosophie à Caen, Yann Andrea, qui s'appelle encore Yann Lemay, découvre l'écriture de Marguerite Duras. J'ai d'abord lu le nom, regardé le nom, le prénom et le nom. Et ce nom m'a immédiatement enchanté. Ce nom de plume, ce nom d'emprunt, ce nom d'auteur. Il dit comment cette rencontre littéraire marque pour lui un avant et un après. La première rencontre, c'est donc Les Petits Chevaux de Tarquinia, la première lecture, la première passion.
Et ensuite, j'ai tout quitté, tous les autres livres, Kant, Hegel, Spinoza, Stendhal, Marcuse et les autres. J'ai commencé à tout lire, tous les livres d'elle, les titres, les histoires, tous les mots. Douleur exquise. En 1975, il a 23 ans, elle, 61. Ils se rencontrent à Caen, au cinéma Luxe, cinéma d'art et d'essai, lors de la projection d'India Sud. Yann Andrea prend part au débat, puis lui donne son livre, intitulé « Détruire, dit-elle », à signer, demandant s'il peut lui écrire. Marguerite Duras le lui rend signé avec son adresse personnelle. Il lui écrira presque tous les jours, parfois plusieurs fois par jour. « Je ne relis jamais ce que j'écris. Je poste immédiatement la lettre. Je ne veux rien garder. Je lui envoie des paquets de lettres. Je n'espère pas de réponse. Je n'attends rien. J'attends. » Sa position est bien marquée d'emblée. Marguerite Duras se servira de ces lettres pour l'écriture de son livre Yann Andrea Steiner. Quelque chose en elle est touché, peut-être du côté d'une certaine détresse qui émane des récits d'Andrea. Elle écrit « C'était des lettres très courtes, des sortes de billets. C'était, oui, des sortes d'appels criés d'un lieu invivable, mortel, d'une sorte de désert. Ces appels étaient d'une évidente beauté. » Elle ne lui répond pas, donc jusqu'en 1980, donc 5 ans plus tard, et elle lui envoie son livre « L'homme assis dans le couloir ». Yann Andrea est désorienté. « Je ne comprends pas. Je me demande ce que c'est que cette histoire de sexe, d'irruption du physique. Je suis choquée. » Il cesse de lui écrire, ne sachant que répondre. Elle lui renvoie l'exemplaire, puis 3 autres ouvrages, dont un qu'elle écrit pour lui. « Je viens de terminer Aurélia Steiner pour le cinéma. Je crois que l'un des textes est pour vous. » Yann Andrea recommence à lui écrire. « Je deviens fou. Je me prends d'une passion violente pour cette machine grise. Des soirées entières, je tape quelques mots. Je trouve un titre épatant. Douleur exquise. » Marguerite Duras lui écrit « Vos lettres sont belles, les plus belles de toute ma vie, il me semblait. Elles en étaient douloureuses. » En juillet 1980, Yann Andrea téléphone à Marguerite Duras. Elle l'invite à venir la rejoindre à Trouville, chez elle, dans son appartement des Roches-Noires. Lors d'une émission télévisée, en réponse à une invitée qui cherche à savoir si Marguerite Duras lui avait donné une explication au fait qu'elle n'avait pas répondu à ses lettres pendant 5 ans, Yann Andrea répond qu'il n'y en a aucune. La seule réponse, c'était que je vienne et que je reste. Yann Andrea avait confié à Marguerite Duras qu'il avait voulu la rencontrer avant de se donner la mort. Il ne repartira finalement pas, restant auprès d'elle dans cet appartement. « Je suis là », écrit-il. « Je sais simplement que je suis là, avec elle, depuis avant toujours et jusqu'à toujours. Je suis là. Dans le lit, dans la cuisine, dans la voiture, dans les rires, dans les insultes, dans les textes, dans la dictée de mots qui s'inventent. Je suis là. » Yann Andrea quitte sa vie pour être aux côtés de cette femme qui l'invente. Elle y croit, elle m'invente, elle me donne un nom, elle me donne une image, elle m'appelle, elle me donne tout. En effet, c'est Marguerite Duras qui va donner un nom d'auteur à Yann Andrea en septembre 1980. Elle remplace le nom du père par le prénom de sa mère. Il écrit « Tout peut commencer puisque je suis nommée par elle et que ce nom est écrit dans un livre. » Il ajoute que Marguerite Duras ordonne ainsi la filiation de l'esprit. Pendant 16 années, Yann Andrea sera au service de l'écriture de Marguerite Duras. 2 ans après le début de leur relation, il éprouvera le besoin de parler au sujet de ce qu'il vit avec elle, de cet enfer invivable. Il demande à son ami, journaliste, Michel Manceau, de l'interviewer. Il refuse de garder les enregistrements de ces entretiens et les lui confie. Leur transcription fera l'objet d'un livre paru après sa mort, Je voudrais parler de Duras, et d'une interprétation cinématographique, Vous ne désirez que moi, film de 2021 réalisé par Claire Simon. On peut y entendre Yann, interprété par Swan Arlo, parler de son attrait pour l'écriture de Duras, qu'il relie avec la question de la mort et de la destruction de l'autre. De la passion foudroyée, dit-il.
En 1983, juste après la cure de sevrage d'alcool de Marguerite Duras, période particulièrement éprouvante, Yann Andrea rédige son premier ouvrage, MD. Il évoque leur rencontre et le drame qui s'ensuit. C'était inévitable, je ne comprends pas comment ça va finir. Si même une fin est possible, je ne sais plus comment c'est arrivé. Je sais seulement que c'est inévitable. La porte devait s'ouvrir, la porte se referme. On boit pour oublier l'insupportable. En effet, ils se murent dans l'alcool depuis le début de leur relation. Yann boit avec Marguerite et il est le témoin de la lente dégradation à laquelle il participe. Il faudra que Marguerite Duras aille jusqu'à l'hospitalisation pour qu'il aperçoive quelque chose du corps qui chez elle se dégrade. Pour la première fois, je vois vos chevilles et vos jambes enflées, rougies. Tout le corps tremble, sans retenue désormais. Je vous regarde et ce soir, je vois l'étendue du désastre. Pendant le sevrage de Marguerite Duras, les médecins leur conseillent de voir d'autres personnes pour éviter de rester seuls ensemble. Yann Andrea écrit à ce moment-là « Nous sommes dans la même convalescence, le même bonheur d'être là. » Ce qui laisse apparaître combien le désastre évoqué plus haut et le bonheur, entre le désastre et le bonheur, la frontière est mince. Yann Andrea parle de proximité intolérable et nécessaire. Il dira aussi qu'entre eux, il est question d'une lutte pour survivre, d'un désir inouï de tuer, d'aimer. On voit avec les termes désastre, bonheur, tuer, aimer, que ça peut vite basculer pour lui au niveau du sens. Il s'agit en effet d'un amour qui n'est pas habillé par le fantasme, mais qui est resserré autour d'un point de réel, l'écriture. Il écrit « Je ne pouvais pas faire autrement, elle ne pouvait pas faire autrement. Il fallait cette peine, cette souffrance, et faire des livres, faire des mots. » Ainsi, pour Yann Andrea, il s'agissait que quelque chose s'invente, et cela en passait par l'écriture. Yann dit sur le même plateau de télévision « Ce qu'on préfère à tout, c'est écrire au fond, parce que ça arrive à tous les couples, les scènes, tout ça, c'est pas très original. Là, ce qu'il y avait de particulier, c'était qu'il y avait quelque chose qui s'inventait. » Les moments d'écriture entre eux. Lors des dernières années de sa vie, à partir du moment où sa main tremblait trop pour écrire à cause de l'alcool, Marguerite Duras dictait le texte de ses ouvrages à Yann Andrea, qui s'était mis littéralement au service de son écriture. C'est toujours brutal quand cela arrive, je le sais. L'écriture se produit devant moi. Vous dites immédiatement les mots, immédiatement je tape. J'attends le mot, j'entends votre voix, et puis ça s'inscrit sur la feuille. Je ne comprends pas. J'entends seulement le son de la voix. Parfois, Marguerite Duras s'endort sur les feuilles et il reste à ses côtés jusqu'à ce qu'elle reprenne. Et chaque fois, c'est inévitable. C'est comme un malheur merveilleux. Ça recommence, elle écrit. J'attends, je suis là pour ça, pour les mots. Plus que tout au monde, nous sommes là, together. Sophie Marie Malval prend le couple Duras-Andrea en exemple dans son article Un impossible accord pour illustrer par la négative l'inexistence du rapport sexuel. S1, de son côté, à elle, voire la femme, dont Lacan dit qu'elle est l'autre nom du père, petit a, du sien, côté Yann Andrea, les conditions sont réunies pour que ça s'écrive entre eux, du moins parfois temporairement, notamment dans les moments d'écriture. C'est-à-dire que la fonction d'agrafe de l'amour, qui s'écrit S1-petit a, serait réalisée dans ces moments d'écriture à travers leurs positions subjectives respectives. Marguerite Duras en place de produire les S1 et Yann Andrea au lieu de l'objet petit a. Donc, Yann Andrea vient apaiser quelque chose d'une souffrance, d'une folie d'écrire pour Marguerite Duras, qui en effet ne pouvait pas ne pas écrire, mais écrire en même temps la détruisait. Et Yann venait soulager cela. Pour lui, il s'agissait qu'elle ait une fonction symbolique, une fonction vitale. Mais nous voyons aussi combien la dépersonnalisation est forte, voire la déshumanisation.
Je ne vois plus la différence entre les livres qui s'écrivent et cette histoire-là, cette histoire entre elle et moi. Nous, on n'existe plus. Il n'y a plus de nom, il n'y a plus de nom d'auteur. Il y a simplement de l'écriture qui est en train de se produire. Nous repérons ainsi aisément pourquoi la dimension de ratage amoureux est alors absente dans ces instants si particuliers. Yann Andrea apparaît comme dissous dans l'écriture. Il y a une forme d'harmonie, d'accord parfait entre la bouche de Marguerite et la main de Yann. Il n'est pas question de désir, de manque qui introduisent le malentendu, mais plutôt de deux corps qui jouissent ensemble. Je vous écoute, je vois votre bouche dire les mots, et nous buvons, et je répète les mots. Ce que nous appelons rapport sexuel avec Jacques Lacan, Yann Andrea le décrira comme point mathématique, qui sera parfois atteint dans leur couple, et qui ne pourra s'effacer, dit-il, puisqu'il est écrit. Sophie-Marie Malval parle de version ultime paroxystique de l'amour chez Duras-Andrea, qui illustre une condition de possibilité d'un amour qui fait véritablement rapport, mais au prix de sa propre inexistence. Ainsi, dans leur histoire, le rapport sexuel est inhérent au moment d'écriture. Il tient à l'écriture, elle sent petit a. Yann Andrea précise qu'il s'agit d'écrire pour faire l'amour plus grand peut-être, pour que l'amour soit au plus près du visible, palpable, qu'il puisse être touché. Comme si c'était possible. Parfois ça arrive, parfois le mot est écrit, parfois un sourire entre vous et moi, parfois le point mathématique qui ne pourra pas s'effacer. Dernière partie, cet amour-là existe. Après la mort de Marguerite Duras, Yann Andrea bascule du côté de l'infini du temps, du rien. Il écrit « Je ne suis pas triste, je ne suis rien, je suis privé d'emploi, je ne sais plus quoi faire ». Il va habiter la chambre de Marguerite Duras, qu'elle lui a laissée, rue Saint-Benoît à Paris, dans la même rue où ils vivaient tous les deux. Yann Andrea, ne pouvant avoir recours au fantasme qui lui assignerait une place auprès de l'autre, il trouve à définir son être du côté d'une non-définition. Ceci est saisissant dans le récit qu'il livre au sujet de sa naissance et de son prénom, récit laissant transparaître un défaut imaginaire. Je ne pourrais pas vous le lire parce qu'on est un petit peu pressé, mais c'est très intéressant de le lire dans cet amour-là. Voilà. Il peut dire, après ce récit qu'il fait, « Souvent je ne pense à rien, strictement à rien, zéro. Je suis au bord de me quitter, de mourir sans le vouloir. C'est le vide, un désespoir pas nommé. » Lorsque le corps de Marguerite Duras ne sera plus là à ses côtés pour lui donner littéralement un emploi, une consistance, c'est son propre corps qui l'abandonne. Son corps n'est pas loin de devenir un déchet. Il arrive à nommer cela. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de temps, il n'y a plus de nuit. Je vis là dans cette poubelle, je trouve le mot, je suis une poubelle. Ça me fait du bien, je suis au moins cela. 2 ans et demi après la mort de Marguerite Duras, donc nous sommes le 30 juillet 1998, Yann Andrea parvient à demander de l'aide en téléphonant à sa mère. Tout revient, c'est brutal, c'est évident, ma mère va venir. J'ai un seul mot à dire et tout est comme avant. Je suis le préféré, absolu. Sans mots, sans livre, sans histoire. Une sorte d'amour avant la connaissance du mot, avant la naissance de moi et du mot. Puis il rencontre Maren Sell, romancière et éditrice, qui tombera amoureuse de lui, et avec lequel elle publiera un livre sur leur relation, intitulé « L'Histoire ». Il aura, semble-t-il, retrouvé une femme écrivain qui l'inscrit lui, racontant sa passion pour lui dans un livre. Yann Andrea parlera à Maren Sell de sa relation avec Marguerite Duras. Je vais peut-être passer... Yann les lit, puis les laisse de côté pour se mettre à l'écriture de son livre, Cet amour-là. Donc ils enregistrent le flot de paroles ensemble, ils relient les transcriptions. Et là, il se met à écrire son livre. Il dit « Je tape comme un fou une longue lettre, chaque matin. Une lettre à celle qui est nommée ainsi, MD. » Donc rappelons qu'à cette époque-là, elle est morte. « Je le fais sans savoir ce que je fais vraiment. J'écris sans relire. Chaque matin, j'obéis. J'écris. Je vous écris comme si c'était possible de vous écrire. En effet, je le fais. Voilà, cet amour-là existe. » Yann Andrea se remet à écrire pour que ça continue, pour être là. L'écriture prend le relais et fait exister le nom au-delà de la mort du corps, ce qui permet à son propre corps de rester en vie.
Je recommence à vous écrire des lettres comme avant l'été 80, comme avant le 3 mars 1996, donc sa date de décès. Ça continue. Qu'est-ce qui aurait changé entre vous et moi? Je ne dis pas que vous n'êtes pas morte, non, je ne dis pas ça, je ne suis pas fou, mais je dis que ça ne change rien. Yann Andrea explique que puisqu'il lit le nom de Duras, la séparation n'existe pas. Oui, je crois cela. La présence existe chaque fois que le nom est dit, chaque fois que le mot est lu. Il s'agit pour lui que cet amour qu'il porte à Duras, du côté de la mise en fonction de la lettre, ne cesse pas. Il écrit, se dégageant quelque peu du rien avec lequel il est aux prises. Il réalise ainsi un usage de la lettre d'amour bien particulier, puisqu'il s'adresse à une femme qui est morte, en tout cas le corps, le nom suffisant à rendre opérant la fonction de l'agrafe. Voilà. Peut-être une petite remarque, parce que je crois qu'il faut... Très rapide. Merci beaucoup Aurélie Flore pour la façon dont vous nous avez fait découvrir la position de Yann Andrea dans sa rencontre avec la langue de Marguerite Duras. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport à la première intervention sur les effets produits par l'amour fou sur les femmes qui s'identifient à Nadja. Et là, on a un effet produit par l'écriture de Duras sur un de ses lecteurs qui tombe amoureux de la langue de Duras, qui finalement va rencontrer une femme avec des exigences, une femme avec des exigences sexuelles aussi. Il va rencontrer un corps, et au fond, le dispositif qu'ils inventent à deux avant sa mort, je trouve que vous nous décrivez très bien aussi par rapport à la façon dont il s'est mis entre la voix de Marguerite Duras et ses mots. Qu'elle a un dispositif tout à fait singulier qui lui a permis de trouver sa place presque dans sa littérature à elle. Oui, comme vous disiez, Fabienne Fajon, c'est devenu un personnage de Duras. C'est ça. Et d'ailleurs, quand il écrit, il y a certains passages où on pense que c'est elle qui écrit parce qu'il imite vraiment son style. Moi-même, j'ai été confuse à certains moments. Bien, merci beaucoup de vos interventions très précises et précieuses. On reprend cet après-midi à 14h30. Voilà.